Avec Doudou, on connaît un entrepreneur. Il avait réussi à aller jusqu'à 500 000 euros par mois. Il est allé voir un psy. Il a fait travailler sur ses traumas passés. C'est un peu comme s'il l'avait fait pour son enfant intérieur. Un peu comme si, quand il essayait d'aller plus haut, il y a son enfant intérieur qui, genre, le retenait et qui l'empêchait d'aller plus haut. Hello à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En famille avec Edouard et notre mère Bénédicte. Alors, maman Doudou, comment est-ce que se passait votre semaine? Alors, comment? Vas-y, maman, tu peux commencer. Ma semaine s'est globalement bien passée. Après, il y a toujours des petits moments, des fois un petit peu plus compliqués en consultation, des cas qui sont vraiment lourds, qui sont tristes. Voilà. Donc, il y a eu des moments d'émotion, beaucoup d'émotions. Euh, et je dis toujours comme je suis, et je me sens être très véritable. J'ai senti beaucoup de larmes couler parce qu'il y avait des histoires très tristes, très touchantes, et voilà. Donc j'étais dans des moments. Ouais, il y a des semaines où c'est pas si fort, mais là c'était une semaine avec beaucoup d'histoires qui m'ont beaucoup touchée. Donc j'ai vraiment été à l'écoute aussi et à l'autorisation de ce qui venait en moi et au partage aussi. Et voilà, j'expérimente à chaque fois qu'il n'y a pas de souci avec ça, avec ces émotions, on peut les accueillir, on peut être thérapeute et pour autant être vraiment l'accueil de ce qui vient, autant dans l'enthousiasme que des fois dans la tristesse, dans la connexion empathique à Est-ce que maman, ça t'arrive de pleurer avec tes patients? c'est ce que, ouais, bah là, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est ce qui s'est passé? Ouais. Oui, oui, j'ai senti que je pouvais pas retenir ces larmes. Ces larmes n'avaient pas lieu d'être retenues, hein. C'était juste que j'étais extrêmement touchée par l'histoire, par le drame de ma petite patiente. Et donc voilà, on était très connectés du coup. Et qui avait très très peur de venir en consultation. C'est son copain qui a pris le rendez-vous, qui avait communiqué avec moi. Et du coup, elle savait pas qu'elle pourrait être, ce qu'elle a été dans ce moment-là, ce qu'elle s'est laissée être dans ce moment. Elle n'avait pas envisagé les choses comme ça. Et du coup, me voyant comme j'étais, elle s'est libérée. On a pu vraiment aller assez en profondeur et c'était extrêmement touchant dans son histoire. Donc voilà, c'était un moment très fort en émotion, mais c'était très beau parce qu'elle savait pas elle-même qu'elle pourrait se laisser être émotionnellement, elle qui retient tout depuis toujours. Et voilà, donc en me racontant, elle s'est autorisée et c'était très beau. Et elle m'a dit elle se sentait très libérée, elle se sentait très entourée, très enveloppée. Donc ça, c'était super. Et puis j'ai une autre de mes petites patientes qui m'a communiqué ce qu'elle ressentait de la présence de son père suite à son décès. Donc j'étais vraiment touchée aussi. Donc j'étais sur des choses de perte, de drame de perte de son frère l'une de son frère et l'autre de son père, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup une connexion particulière, beaucoup d'amour en fait. Et est-ce que tu les prends dans tes bras et tout? Tu fais des trucs comme ça avant? À partir du moment où je sens que quelque part, il y a une attente de ça, enfin, c'est quelque chose qui se ressent dans le corps, en fait. Il y a quelque chose qui se ressent, où ça va être possible, ou juste de toucher l'épaule, ça peut être déjà un contact. Il y a des patients qui ont beaucoup besoin d'être enveloppés. Je sens que c'est important. Donc, voilà, parce qu'on le sent, on sent cette connexion, on sent ce besoin ou pas. Et là, c'était un petit moment de douceur, un petit moment, voilà, en touchant l'épaule, voilà. Mais oui, oui, mais je peux absolument tout vivre, tout peut se vivre. Mais Ouais. c'est quelque chose que tu sens, c'est pas quelque chose qui te dit, c'est vraiment tu le fais vraiment que au feeling. Ouais, je le fais vraiment avec ce que je ressens. Enfin, c'est comme on est beaucoup dans une forme d'écho-corps en fait, dans la connexion qui s'engage. C'est quelque chose qu'on ressent être possible ou pas possible, suivant un petit peu ce qu'on sent de la bulle de l'autre, hein. Donc moi, je suis toujours en respect. Après, c'est des mots qui se posent, qui sont aussi comme cette douceur enveloppante, hein. Les mots peuvent avoir aussi cette valeur-là, hein. Des mots, c'est de l'énergie. Donc voilà, des fois c'est vraiment dans les mots, des fois il y a un geste qui s'accompagne, qui accompagne un mot. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis pas dans l'empêchement
de le vivre, de le proposer, parce que je sens que ça peut être juste ça qui peut être aussi très aidant, quoi. Il y a le langage du corps qui est très, très parlant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper ou pas, maman, où la personne, tu sens qu'elle a... Et en fait, non. En fait, dans le temps de mes consultations, j'ai pas le sentiment. Alors peut-être que je me suis, tu vois, mais j'ai pas ressenti le malaise en fait. J'ai pas ressenti le malaise parce que juste des fois d'approcher une main sur l'épaule et que ça soit suffisant, ça on peut le ressentir. Mais jusqu'à présent, j'ai pas le souvenir que je me suis soit complètement, ou alors vraiment j'étais complètement à côté, quoi. Mais bon, pas que j'ai ressenti en tout cas un retour inconfortable. Mais après, c'est l'expérience aussi. Ouais. Toi, maman, ça t'est jamais arrivé, tu sais, que je sais pas, après une consultation avec toi, il y a un patient qui aille encore plus mal qu'avant? Ou est-ce que c'est des choses qui te sont déjà arrivées? Dans ce que j'ai évalué. Tu nous racontais qu'il y avait une de tes collègues, son patient s'était suicidé après sa consulte. Oui, bah oui, après, effectivement, dans la nuit, je crois. Dans la nuit qui avait suivi la consultation. Mais après, ce qui s'est passé, il y a aussi des choses qui sont tellement rapides. Hein. Il y a des rapts tellement... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vient. Alors, savoir si ça pu se relier. Mais elle, quand elle avait appris, ça l'avait énormément perturbée, quoi. Ça l'avait énormément envahi. Hein. C'est ce que je peux complètement comprendre. J'ai toujours un peu redouté ça. Je sais que j'ai un patient, dans mes patients que j'avais vu, je crois, une fois ou deux fois il y a quelques années. J'avais vu, donc je l'avais vu juste deux fois. C'était très bien passé. Enfin, donc, dans ce qu'on avait partagé, il semblait avoir été soulagé. Et quelques mois plus tard, j'ai vu arriver en fait sa sœur en consultation. Alors, du coup, je comprenais pas trop pourquoi elle venait, elle. Et elle m'a expliqué qu'il s'était suicidé, son frère, qui s'était suicidé quelques jours avant et qu'elle avait beaucoup eu besoin de venir me le dire parce que elle me disait qu'elle avait retrouvé sur son livre de chevet des livres que j'avais conseillés et elle me disait, mais ça avait, parce que le moment, en fait, où vous avez rencontré, il y avait quelque chose qui s'était réengagé, en fait. Il y avait quelque chose qui s'était réamorcé et j'avais eu besoin de vous dire merci pour ça, en fait. Merci parce qu'il y avait eu quelque chose qui s'était remis en route, comme un espoir qui s'était remis en place. Et du coup, elle m'avait dit, j'ai retrouvé les livres et tout ça. Et comme je savais que c'était vous qui lui aviez conseillé, je voulais vous dire merci pour juste ça. Et j'avais trouvé que c'était assez impressionnant parce qu'elle n'était pas du tout venir me dire, mais en fait, ça n'a pas du tout fonctionné, il aurait fallu d'autres choses. Et voilà, donc elle me dit, après, il y a eu plein d'autres choses et ça, c'est vraiment, il n'est pas revenu. Il avait quoi, maman, ce monsieur? C'était quoi? C'était pourquoi tu penses il a vu une dépression sévère, hein, une dépression extrêmement sévère, une dépression existentielle depuis des années, puis peut-être possiblement un trouble du spectre autistique. Donc voilà, mais je l'ai vu que deux fois et voilà, des fois après, voilà. Mais en tout cas, j'avais trouvé que c'était très, très impressionnant qu'elle vienne me faire ce retour on avait vu qu'il avait retrouvé d'espoir et pour autant, bon, ben voilà. Mais elle me disait qu'elle était assez en paix avec ça, qu'elle avait compris qu'il pouvait plus aller plus loin, qu'elle avait accepté. Et tu vois, par exemple, maman, cette personne-là, quand elle vient, elle est dépressive, etc. C'est quoi la première séance? Tu fais quoi avec elle? J'essaie de comprendre déjà ce qui vient, hein, ce qu'elle me témoigne, ce qu'elle me partage directement. Voilà, et puis après, on essaie... Parce que la première séance, moi, j'essaie de comprendre un petit peu l'histoire, un petit peu l'anamnèse, en fait, un petit peu ce qui a été son histoire d'enfant, comprendre le contexte familial, possiblement... Il y a des questions que tu poses tout le temps, maman, ou pas? Pardon? Il y a des questions que tu poses, c'est tout le temps les mêmes ou c'est un peu au feeling?
Ben, je les pose pas toujours dans le même ordre, je pose pas toujours. Non, mais en fait, j'ai pas. Moi, ce On va qui pouvoir m'avait les utiliser agacé, peut-être dans nos interviews. ce qui m'avait agacé quand Et, j'étais étudiante, c'était ça, c'était qu'il y avait un espèce de truc, il fallait le suivre comme ça, et moi, ça me va pas ça. Donc, mais, c'est vrai que j'ai des questions en tête, mais elles sont pas forcément toutes exactement les mêmes, au même moment, dans le même. Voilà, mais j'en maman, fais tu sais beaucoup que plus. les questions qu'on pose en call quand les gens ils veulent rejoindre l'académie, et ben moi, on m'a déjà dit que ça ressemblait à une anamnèse. Ah Très oui, souvent. ouais, Ouais, très Très, très très souvent. souvent. Ça revient ouais, très très souvent. On ouais, essaie Ouais. de comprendre ce qu'ils ont fait les gens dans leur vie, ce qu'ils ont envie de faire après, quels sont leurs objectifs. C'est marrant, ouais. ouais. Comme une séance d'hypno apparemment. Ouais, ouais, Ouais. exactement. Ouais, ouais, complètement. Mais ça va assez loin, apparemment, hein. Vos questionnements sont, Et tu sais qu'on a beaucoup de gens qui pleurent, hein. qui sont Ouais. Qui très pleurent. introspectifs, hein. Ouais, très, Ouais. très introspectifs, hein. J'ai eu le retour d'une de vos élèves et c'est très, 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 très introspectif. Ça va très, très loin. C'est vraiment un coaching aussi, coaching Ouais. psy un peu, hein, pour, pour vraiment aller pousser. Elle était, elle, surprise de cette intensité, de cette qualité de l'introspection. Donc, elle me disait vraiment, il y a quelque chose qui est fort. On va vraiment libérer des fausses croyances. Enfin, on va ouvrir, on va vraiment aller loin. Et elle me disait qu'elle n'avait pas imaginé que ça soit aussi puissant, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a peu de boîtes, tu vois, où les appels, c'est comme ça, tu vois. Surtout un peu dans le monde traditionnel, tu vois, des entreprises. C'est C'est quand même- quoi, Doudou, toi, ta question préférée que tu poses dans les calls comme ça que tu poses avant? Ah, c'est toujours la première question, c'est est-ce qu'en 5 minutes, tu peux un peu me raconter l'histoire de ta vie pro, perso et me dire ce qui te semble le plus important, tu vois. Ah, ça, dans les interviews que tu fais passer aux candidats, mais tu sais, Ah dans oui, la question du script. euh, je pense que c'est qu'est-ce qui t'empêche de réussir à faire ça tout seul? C'est vraiment Ah cette ouais. question. Toi, c'est laquelle quand? Moi, je dirais que c'est qu'est-ce qui se passe si ça marche pas mieux que ça? Ah Je ouais, trouve que ouais, ça c'était c'est allé vraiment bien. genre la question où les gens, ça les mettait down, tu vois, et là, ils étaient en train d'être obligés de réfléchir. Alors, en fait, d'envisager la possibilité que ça marche pas. Parce que Ouais, souvent, les gens, quand ils nous rejoignent, tu sais, ça va faire, soit ça fait pas longtemps qu'ils ont essayé de lancer leur activité, soit ça fait 6 mois, un an, soit ça fait 3 ans. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que ils vont, qu'à un moment, ça va finir par marcher, mais par miracle, en fait. Ils font tout le temps la même chose. Et puis, ils ont un peu cette illusion qu'à un moment, d'un coup, tout ça va arranger tout seul. Et en fait, ouais, quand ouais, tu leur grave. poses cette question, ils disent, ah, mais ouais, non, mais en fait, c'est vrai que là, si je change rien, bah, il n'y a rien qui va changer. Et ça, c'était la phrase de Einstein qui disait, la folie, Absolument. c'est de faire toujours la même chose, mais d'espérer un résultat différent. Ouais. Et je crois, du coup, moi, c'était ma phrase préférée. Et en plus, les gens, Ok. je me souviens, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas mieux que ça. Parce qu'avant, des fois, je disais, qu'est-ce qui se passerait si ça marche pas? Et en fait, quand je disais ça, ils disaient, ah non, mais c'est impossible que ça marche pas, etc., etc. Et cetera. Et là, tu fais, ça marche pas mieux que ça. Du coup, genre, ils étaient pris. Et ça, c'était vraiment ma question C'est vrai ce qu'elle jour. était bien cette question. Ouais. Il y a des questions vraiment que tu poses un peu tout le temps ou pas? Ou c'est toujours au feeling. Bah, après, je suis beaucoup sur ce petit enfant intérieur, quoi. Tu vois, moi, je travaille quand même beaucoup, beaucoup avec la thérapie de l'enfant intérieur. Donc, là, comment il s'est senti à cet endroit-là, quand on évoque ça, qu'est-ce qu'il ressentait profondément. C'est beaucoup, beaucoup relié au ressenti. Au ressenti, c'était quoi l'émotion? On va vraiment, moi, je suis beaucoup, beaucoup là-dedans. Et du coup, c'est souvent sur le rejet, l'abandon, l'humiliation, la Et trahison, maman, enfin, d'ailleurs, est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que c'est ce truc de l'enfant intérieur? ouais. Pour- Et en comment ça fait, marche? Qu'est-ce que c'est le délire? C'est c'est s'il te de- plaît, de le lire. c'est d'aller, Qu'est-ce que c'est que pour moi, comme je l'explique, comme je l'exprime et peut-être comme je le vis aussi, c'est d'aller connecter l'enfant qui reste en nous, en fait. Ce petit enfant qui reste toute notre vie, qui reste en nous parce il est là, il est toujours là, en fait. Enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai peut-être ressenti pour moi-même et d'aller un petit peu le connecter, d'aller profondément s'occuper de cet enfant. Ce que j'ai souvent évalué, c'est que mes patients, ils ont
ils sont très, très mal avec eux-mêmes, souvent. Ils sont en problématique d'amour d'eux-mêmes, ils sont en problématique d'estime de soi. Il y a beaucoup, beaucoup de formes de je m'insupporte, je n'aime pas qui je suis. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est assez pertinent d'aller les connecter à l'enfant qu'ils ont été. Parce que, bon, en plus, moi, j'ai Klimt derrière, devant eux, hein, j'ai les deux âges. Normalement, la peinture initiale, ce sont les 3 âges, mais là, c'est les 2 âges. Et la maman, avec son enfant, il y a vraiment un enveloppement de l'enfant, il y a une douceur, il y a un amour. Donc, ils sont projetés devant ça. Et du coup, ça les incite à aller vraiment chercher ce petit enfant à l'intérieur et les souvenirs de ce petit enfant à l'intérieur, comment il s'est senti être, grandir. Et du coup, voilà, comment l'adulte qu'on est devenu va aller le chercher, le consoler, le réconforter, lui apporter les paroles qu'il aurait aimé entendre et qu'il a jamais entendues. Donc voilà, c'est vraiment aller se relier en profondeur et je sens que ça fait naître une émotion particulière, quoi, une émotion de douceur, une émotion d'attention, plus d'écoute, parce que ça connecte quelque chose de juste en fait à l'intérieur. Mais maman, pourquoi est-ce qu'on a un enfant intérieur? Ben, pour moi, alors pourquoi est-ce qu'on a un enfant intérieur? Ben, tout part de cet enfant en fait, hein. Tout part de comment il a été aimé, comment il s'est senti considéré. Et ce qui est là, enfin moi ce que je ressens, c'est qu'il part jamais quoi. Il est toujours présent. Il est toujours présent. C'est vraiment cet enfant qui est là parce que tout part de là, tout part de son histoire en fait. Tout part de son histoire de naissance, son histoire de voilà et donc ce que je ressens c'est que ça relie mes patients profondément comme une forme de source, comme à la source en fait et à la source de soi en fait et ce qui après ce qui a pu ça a pu se développer ou au contraire rester très enfermé, très empêché, très entravé. Donc, l'enfant... Mais l'enfant, maman, c'est de quel âge à quel âge? C'est de 0 à 7? Il ressemble à quoi cet enfant-là? Est-ce qu'il y a un âge ou pas? Moi, je dis pas d'âge, je donne pas d'âge. Ils vont chercher l'âge où ça leur va le mieux. Hein. Donc, des fois, ça peut être tout petit enfant à 4 ans ou des fois plus grand à 7 ans. Il y en a, ça va être un peu plus adolescent parce qu'il semble qu'il y a eu un vrai manque à cet enfant adolescent, enfin devenu adolescent. Et voilà, c'est un petit peu, il n'y a pas de format en fait. C'est juste que tu... C'est en vrai super intéressant parce que pour les gens qui nous écoutent, on a un ami avec qui on en discutait justement cette semaine de cette technique, tu vois, de thérapie par l'enfant intérieur un peu. Et en fait, avec Doudou, on connaît un entrepreneur qui est super, super fort. Le mec, il fait pas moins d'1 million par mois. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il avait réussi à aller jusqu'à, je sais pas, genre 500 000 euros par mois. Et en fait, à 500 000 euros par mois, il n'arrivait plus à aller au-dessus. Et en fait, il est allé voir un psy qui l'a fait travailler sur ses traumas passés. Et en fait, ce qu'il a compris, c'est que pour aller à 500 000 euros par mois, en gros, il avait un peu une revanche à prendre par rapport aux autres parce que quand il était adolescent, il était comment on dit quand il était harcelé et du coup il voulait prendre sa revanche, un peu montrer aux autres qu'il pouvait réussir à faire ça. Et du coup c'est un peu comme s'il l'avait fait pour son enfant intérieur. Et en fait le truc c'est que par contre pour aller au cap du dessus, du coup il n'arrivait plus à trouver le drive et il comprenait pas ce qui se passait. En fait ce qu'il expliquait c'est que du coup c'est un peu comme si quand il essayait d'aller plus haut, et ben il y a son enfant intérieur qui genre le retenait. Tu vois, et qui l'empêchait d'aller plus haut. Et du coup, il a vraiment fait un énorme travail de fond avec une psy pour travailler sur ça. Et qu'en fait, parce que c'est vrai que des fois, on a des réactions irrationnelles et en fait qu'on comprend pas. Et souvent, c'est quand même lié à ce que tu dis des traumas de ton enfant intérieur, en fait. Traumas d'abandon, traumas des choses comme ça. Et du coup, qui font que... Mais c'est ce que Carl Jung qui disait un petit peu, c'est ce qu'il y a dans ton ombre. Tu sais, c'est quand t'as des problèmes que tu veux pas affronter, tu les mets dans ton sac derrière toi et là, tu fais, allez, un problème que j'affronterai plus tard. Et en fait, il explique qu'à un moment, tu te retournes et en fait, genre, le sac, le truc est devenu énorme et le sac est tellement lourd qu'il te fait tomber par terre, en fait. Et du coup, t'es obligé d'aller affronter un peu tous ces trucs. Ouais.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a, enfin, ça marche pour les gens de façon générale, mais c'est vrai que là, il y avait cet exemple avec cet Oui, entrepreneur ouais. qui avait vachement Et utilisé. qu'est-ce que cet enfant avait compris? Qu'est-ce qu'il croyait profondément? Qu'est-ce qui faisait qu'il pouvait pas être plus dans la lumière? Parce que peut-être qu'il y avait des peurs encore très fortes, hein, d'être trop voyant, d'être trop présent, d'être trop existant. Et quand Donc, on dit enfant, du coup, c'est vraiment tous les trucs qu'on a quand on est enfant, en fait, toutes les peurs qu'on peut avoir quand on est enfant, qu'on ouais, accumule. ouais, Mais c'est vraiment, par exemple, est-ce qu'un événement traumatisant qu'on vit à 25 ans, du coup, ça peut te suivre après, tu vois, dans le sens où ça peut un peu aller traumatiser ton enfant intérieur et ça te suit après, même à 35 ans, par exemple. bah, t'es peut-être plus en possibilité quand même en tant que. Bah, après, faut voir un petit peu où on en est dans son développement personnel, hein, dans son autonomie émotionnelle. Tu vois, quelqu'un qui va être assez autonome émotionnellement va pouvoir quand même faire la part des choses, en fait, hein, être un petit peu plus en adéquation avec les faits observables, avec voilà, avec son intelligence cognitive, avec. Mais mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à n'importe quel âge, en fait, avec l'idée de son enfant intérieur, quand on sent encore il est peur d'un enfant, et ben, en fait, moi, je le fais pour moi-même. Je vais me conforter, me rassurer, peut-être même me parler. Alors, il y a encore ça beaucoup, hein, que la fausse croyance de se parler, et ça veut dire que peut-être on est un petit peu fou, voilà. Moi, Rappelle-toi, je maman. conseille beaucoup à mes patients de se parler. Moi, je trouve que c'est très, 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 très fort, très puissant de s'apporter cet enveloppement, comme faire une espèce d'auto-réassurance, d'auto-soutien. Et dans ces cas-là, même moi, à mon âge, je vais chercher cet enfant, quoi. Même s'il y a une petite, c'est quand même directement cette petite bénédicte à l'intérieur que je vais rassurer, réconforter. Enfin, je me sens le faire, je me vois le faire, je suis dans la conscience de ça. Et ça m'apporte énormément de réconfort, Mais énormément bon, de est-ce que tu as consolation. un exemple concret de comment tu fais ça et dans quelle situation tu fais ça? Par exemple, si j'ai peur de quelque chose m'a un petit peu impressionné. Enfin, après, dans de toutes choses de la vie, on peut avoir toujours, hein, des moments. Ça fait partie de ce qu'on est humainement, de ressentir des émotions, hein. Donc, ou dans de peur ou de doute ou d'avoir peut-être mal fait. Ben, je suis vraiment, déjà, je me fais ça parce que ça, je sais que c'est quelque chose de très, très puissant de s'entourer C'est comme un ça. autocollant. Ouais, un autocalin, Tu mais sais que vraiment en même les mettant nos singes, deux tu mains sais que comme même les ça. singes, ils font ça, hein. Et que Même les singes, ils font ça. c'est très, très, très Et réconfortant parce qu'on sent quand même le toucher. Et voilà, ou comme ça, ou même des fois se bercer. Moi, je trouve que c'est très réconfortant aussi. Et je me parle. Et je me parle et je me rassure et je me dis que voilà, j'ai exactement comme un parent parlerait, un parent bienveillant, un parent empli d'amour, un parent empli d'attention, un parent serait cette personne soutenante. Alors bon, voilà, moi je le fais comme ça. Je sais que j'ai des patients qui le pratiquent aussi comme ça et que ça marche, hein, ça apporte vraiment un apaisement immédiat. Puis c'est dans le sens de finalement c'est de soi à soi, quoi. En fait, on est avec soi dans des moments de gros chagrin. On peut avoir des moments de gros chagrin, de gros ras-le-bol aussi, de gros moments où on se sent débordé, hein, émotionnellement, on se sent vraiment au vrac, hein. Moi, c'est pas parce que je suis psy que je suis un Bouddha, hein, pas du tout, hein. Moi, je suis vraiment dans l'accueil de toutes les émotions. Toutes les émotions sont saines pour moi. Donc, voilà, je décode leur message et je prends leur message vraiment. Donc voilà, dans tout un tas de situations de vie, et je sens que pour moi, c'est très, enfin, ouais, c'est calmant en fait. C'est calmant. Ça apporte du calme, ça apporte de la douceur. C'est vraiment, voilà. Donc moi, comme je suis dans le toucher, c'est vrai que le toucher compte pour moi. C'est un langage qui ajoute les paroles réconfortantes. Je suis capable de me les apporter dans ces moments-là. Voilà, parce que ouais, et ça tient comme ça, donc c'est super, mais c'est dans tout un tas de situations de vie, hein, dans tout un tu te fais tas de des situations. autocalins un peu, toi, quand ou pas? J'avoue que ça m'arrive pas trop. Toi, ça t'arrive?
Ah non, moi, je veux pas noter. Non, mais c'est vrai que Non, c'était mais pas voilà. vrai, hein. En vrai, c'est pas mal, ouais. En vrai, c'est pas mal. Même le truc de se parler à soi-même. Moi, après, je le fais parfois, tu sais, c'est mes affirmations. Mais tu sais, des fois, justement, quand on a besoin, franchement, je suis trop fort en sales. Tu sais, genre, justement, parce que tu l'es pas trop, tu essaies de t'auto-convaincre. Et en vrai, ça marche, hein. Ouais, Genre, ouais, c'est vrai que c'est pour voir que ça marche bien. ouais, Mais genre, après, il c'est faut avoir le ressenti incroyable. émotionnel quand même, moi, je trouve, hein. Ouais. C'est vrai que j'ai dépassé, par exemple, l'exercice d'aller se dire je t'aime dans un miroir en se regardant, c'est Ouais. extrêmement Tu l'as difficile déjà à fait de faire. toute façon ou pas? Non, non, Extrêmement non, difficile à mais c'est faire. vrai que notre coach, nous, là, tu sais, il m'a déjà dit des trucs comme ça, hein, de te Ouais. regarder dans le miroir et tout. Et c'est vrai que ça, c'est C'est sous-côté, vrai que sous-côté. C'est Extrêmement impressionnant. difficile. sous-côté. Sous-côté. Donc, Mais moi, que je faisais beaucoup, bah, c'était en plus avant d'être, tu vois, que ça marche bien pour nous. Tu sais, j'avais toutes ces affirmations et il y en avait une, c'était je m'aime et les autres m'aiment, je m'aime et les autres m'aiment, je m'aime et les autres m'aiment. C'est Et je bien, me la hein. répétais Là, ça va. vraiment en boucle. Tu vois, je m'aime et les autres m'aiment. Mais c'est vrai que le truc de quand tu te regardes dans le miroir, c'est vrai que Lou, il nous disait ça. Il nous disait, il fait, t'es incroyable, t'es genre, ça, c'est vrai que c'est bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, Lou, il m'a dit un truc trop sympa à la fin. Il m'a dit, Aganta aussi, je voulais te dire, si jamais t'as besoin de parler ou quoi, sache que tu peux m'appeler n'importe quand. c'est Oh, extraordinaire. Trop gentil. Franchement, je fais, bah, c'est vraiment trop gentil. Parce que je lui ai dit, bah, en plus, je lui ai dit, bah, peut-être qu'il a l'impression que je vais pas très bien en ce moment pour me dire ça, tu vois. Je lui ai dit, bah, franchement, merci beaucoup. Après, en ce moment, tout va bien et tout, mais trop gentil, tu vois. Et il m'a dit, mais je sais que tout va bien et tout, mais quand même, voilà, je voulais te le dire et Ouais, tout. C'est important. Et ouais, parce que il me disait que des fois, même si tout va bien, tu as toujours des trucs qui peuvent être dans ta tête, dans ton esprit et tout. Mais, et du coup, il y avait certains de ses clients qui l'appelaient et tout pour, juste pour pouvoir se livrer, en fait. ouais. Moi, c'est ce que Donc je ça, c'est propose chouette. à mes patients. Je leur dis, si tu as besoin, si vous avez besoin, s'il y a quelque chose que vous voulez libérer, voilà, j'ai WhatsApp, j'ai Messenger, vous pouvez écrire, je vous répondrai toujours. Et vous pouvez vous libérer. Dès que je pourrai le faire, je vous répondrai. Et des fois, je leur dis, bah, par WhatsApp, ça, mais au Messenger, c'est bien pratique parce que du coup, j'ai pas à écrire, ça me fatigue moi et je le fais plus rapidement. Et je leur dis, bah, ça, si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, c'est là, hop, je libère et je vais Mais c'est beaucoup que mieux ça, après. Je vais c'est déposer. sous-côté de ouf. C'est vraiment sous-côté de ouf à quel point ça fait du bien de juste parler de ton truc. Oui, Et vraiment, Ouais. genre, des fois, limite, ça, c'est bon. Après, tu peux oui, passer à autre chose. Juste le fait de pouvoir parler, en fait. exactement. Ouais, C'est Ouais. exactement. incroyable, je trouve. Ouais. Ouais. Et de se sentir entendu quand même. Et de se Se sentir sentir entendu. entendu. Se Ça marche sentir pas de Ouais, entendu. parler, ça marche pas de parler tout seul. Non, mais maman, elle a raison. Elle a raison, c'est de se Se sentir sentir entendu. entendu, c'est ce que beaucoup me disent, hein, se sentir écouté, se sentir entendu. C'est vraiment, tu Et sais, un peu le truc de reconnaissance et tout, tu sais, ouais, ça, tu sais, quand un peu, tu sais, pour les teams et tout. Genre, Pour les... tu sais, Ah quand oui, tu oui, gères oui. les teams, il y a tous ces Ouais, besoins, etc. Et en vrai, ça se relie un peu tout ça. ouais, ouais. ouais. Les besoins ont besoin d'être reconnus et pas forcément toujours satisfaits. Moi, je trouve que ça, d'être reconnu, je trouve que c'est vraiment, ça marche bien. Ouais. C'est déjà un sacré, ben bon, je pense que vraiment on se sent Moi, il y a un truc sur considéré. lequel que j'arrive à mieux faire qu'avant, je trouve. Je suis content de m'être amélioré là-dessus. Tu sais, c'est quand t'es énervé, que t'as des pensées un peu genre, ça n'arrive pas ultra souvent, mais tu sais, un truc qui t'énerve, ça te rentre dans la tête. Et tout seul, maintenant, d'inverser mes pensées. Tu vois, de juste de me dire, ah, vas-y, je passe à autre chose, tu vois. Et du coup, tu switches. Ah, moi, j'avais pas trop à faire. Maintenant, j'arrive à mieux le faire. C'est peut-être, La dernière fois en date, vraiment, c'est quand on avait joué au foot, je crois. Il y oh, avait oh là un là là. il y avait un petit échauffouré avec un joueur et Quentin, il était, Il lâchait Ouais, pas. j'avoue. je sais pas. Tu ne lâchais pas le Non, morceau, mais chérie. après, c'est vrai que, en vrai, je trouve que moi, un truc que bah, encore Lou m'avait dit trop bien, tu vois, c'est genre, et je trouve que des fois, il y a plein de gens, ils sont comme ça, et c'est vrai que c'est un peu ridicule. Tu sais, c'est genre, ah, tu joues au foot et tu perds le match, tu vois. Tu vois, ah, j'ai perdu le match. Et tu sais, Lou, il m'avait dit, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait un bébé, en fait. Genre, t'es pas footballeur, toi. T'es entrepreneur. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vois. Et du coup, vraiment, il m'avait fait en mode genre, bon, c'est bien d'être compétiteur, mais tu joues au foot pour t'amuser, non? Tu vois, et vraiment, ça avait vraiment marqué, tu vois. Et vraiment, et du coup, maintenant, à chaque fois même, je sais pas, que je vois des gens et tout qui pleurnichent un petit peu, tu vois, genre, je pense à ça.
Mais là, pour le coup, sur ce match-là, pour en venir à ça, il est parti. là, c'était. En plus, franchement, j'avais presque rien dit, mais on était face à des mecs. En fait, on était face à des mecs, et après, genre, c'était inutile, tu vois, genre, juste on aurait pu partir, parce que les mecs, tu pouvais. Tu sais, c'est des gars, ils sont juste là pour s'embrouiller, en fait. C'est genre, eux, c'est ce qu'ils recherchent. Du coup, ils vont toujours, genre, tu sais, c'est ceux qui vont dire, genre, enfin, ils trichent, en fait. C'était ça qui était abusé. Tu sais, genre, ils disaient, ah, il y a touche pour moi, alors qu'il y a pas touche pour eux. Non, mais genre, au bout d'un moment, quand ça fait 10 fois qu'ils le font, tu fais, bah, en fait, non, mec. Genre, je t'explique. Et du coup, bon, ouais, c'est vrai que c'était parti un petit peu en vrille. Ouais. Mais depuis, je me suis amélioré. Sans dire pour autant que je suis parfait. Hein. Mais c'est vrai que ça arrive par contre jamais, tu vois, dans la boîte, ça. Genre, finalement, c'est que quand on joue au foot, presque. Foot et basket. Ouais. Après, moi, j'avoue, des fois, je peux m'énerver avec certaines personnes de la team. Quand même, ouais. Mais bon, faut voir un petit peu les parts que tu rencontres en l'autre. Hein. C'est toujours ce qu'on dit. Hein, tu vois. C'est pas par hasard que ça te fait ça. Hein. C'est que, voilà, qu'est-ce que tu rencontres de toi en l'autre. C'est toujours un petit peu compliqué d'aller voir ça. Hein. Après, moi, je trouve que s'énerver, c'est pas forcément mauvais non plus, en vrai. Hein. Ben, c'est ça, la saine colère. Tu vois, je trouve que j'ai l'impression des fois, quand même, pour faire bouger les choses, t'es un peu obligé de secouer les gens. Après, peut-être que si j'étais trop fort, j'ai réussi à le faire sans secouer des gens, tu vois. Mais j'ai l'impression que des fois, il faut quand même un peu y aller, quoi. Et le résultat, c'est quoi, du coup, pour toi? Bah, ça marche mieux. Tu vois un effet? Bah ouais. Il faut continuer à le faire. Faut le faire plus. Si tu vois un effet, c'est l'idée un petit peu du recadrage. Ouais, après, c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai que après, c'est pas facile. Hein. Après, optimalement, on voudrait toujours le faire dans la communication non violente, quoi. Optimalement, je suis d'accord. Ouais. Moi, je commence. Non, mais en plus, on n'aime pas trop aller au fight, en vrai, quand même. Tu vois, moi, je n'aime pas les conflits. Dans l'observation, voilà ce qui se passe. Mais après, je sais pas, limite, parfois, c'est un peu limitant, justement, tu vois, de pas aller dans le conflit, pas aller au fight, je trouve. Tu vois, dans certains trucs. Du coup, tu dis moins limite. Ah ouais, mais moi, ça va, en vrai. Hein. Moi, j'arrive. Ça va, en vrai. Tu vois, ça dépend, peut-être pas tout le temps parfaitement, mais ça me fait pas... En vrai, le conflit, bah, c'est toujours relou. Mais tu vois, je me souviens quand tu sais, il s'était passé le truc avec quand j'étais salarié et tout. Tu vois, ça n'avait pas de temps. Enfin, c'était vraiment relou, mais j'avais pas eu peur d'y aller, tu vois. Genre, ouais, c'était un gros conflit quand même. Mais quand tu sens que c'est quand même pour défendre au respect de toi, ton intégrité psychique, je pense que là, effectivement, tu as quelque chose de confondant, mais pour autant, c'est nécessaire. Hein, ça peut être aussi nécessaire d'aller évoquer quand même ce qui te va pas, ce qui te respecte pas, enfin des limites à poser, même si l'autre va pas être en capacité d'entendre ça. Pour autant, c'est hyper important pour toi de l'évoquer, de le poser. Je pense que c'est vraiment le sentiment d'être en respect de soi pour que l'autre le soit aussi. Moi, je dis toujours, on ne peut pas aspirer à l'autre ce qu'on n'a pas en soi. Donc, c'est important de savoir ça avec soi-même. Hein. Qu'est-ce qui bascule à un moment? Moi, j'ai toute la responsabilité de remettre au clair et de remettre des limites à ce qui me semble irrespecté en moi. Donc voilà, il y a beaucoup de gens. Tu t'énerves parfois ou pas? Je m'énerve avec qui? Je sais pas, de façon générale. Ah oui, moi, je peux m'énerver. Moi, je peux m'agacer. Mais jamais avec mes patients. Jamais. Non, parce que jamais, non. Que avec papa. Jamais. Alors là, non. Avec le padré. Oui, plus, beaucoup. Je suis parce que même avec nous, ça fait très très longtemps que je t'ai pas vu t'énerver. Moi, je me souviens pas la dernière fois que je me suis énervé. Hein. Ouais. Ça devait être dans l'adolescence, il y a très très longtemps. Hein. Toi, que tu t'es pas énervé, Doudou, de façon générale? Non, mais non, avec maman. Ah, avec maman, oui, je fais, putain, le mec, c'est un boudin, quoi. Non, moi, ouais, non. Non, mais ma patience, je suis pas, en fait, ça m'arrive quand même pas, à part avec papa, mais le sentiment d'être agacé, je pense que je lâche beaucoup de choses, et depuis que je sais que là où on met son attention, on met son énergie de vie, et ben moi, ça m'a beaucoup aidé parce que là, je le dis à chaque consultation que c'est hyper important de faire attention à ça. Alors, est-ce que ça compte
finalement tant que ça, voilà, c'est ce que tu ressens, de donner prise à cette agitation, etc., de partir et tu dis, oh là là, toute mon énergie, je la mets là-dedans, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que dans 10 minutes, dans 10 jours, dans 10 mois, voilà, c'est vraiment, ça m'aide énormément de dire, bon, bah voilà, après on peut ressentir des fois, mais je pense que je n'hésiterai pas, hein. Mais après, je pense qu'il y a des moments où on est plus fatigué, on se sent plus vulnérable, on se sent surtout quand on manque de sommeil ou quand on est particulièrement chargé de contrariété, on est beaucoup plus irritable. Et là, on peut être plus volcanique, plus agacé, enfin, plus vivant. Enfin, on est vivant, quoi. On est juste vivant. Après, moi, incendier les gens ou quoi que ce soit, jamais. Alors là, c'est quelque chose que je fais pas, jamais. Hein. Jamais, je suis là-dedans. Au volant, moi, je suis très tranquille. Tu conduis jamais, maman. Donc, tu comment compte? Non, mais c'est vrai que il y a une raison, il y a une raison pour laquelle je ne conduis pas. Hein. C'est peut-être ça, tu vois. J'ai senti que, ah non, il valait mieux pas. Je ne vais pas mettre mon attention là-dessus. Je m'agace pas parce que moi aussi, je fais plein de petites gaffes. Je peux être aussi inattentive. Donc, du coup, comme je reconnais ça en moi, j'essaie d'être juste. Voilà. Donc, non, je me sens patiente. Globalement, ouais. Non, je pense pas que je sois comme ça tout de suite réactive. Non, bah après, je dis pas que ça, je sais pas. Hein. Mais bon. Voilà, ouais, moi j'avoue que c'est les seuls moments où je peux m'énerver, je pense que c'est au sport limite en fait. Donc t'es un peu pris dans le truc et tout, en plus t'as envie de gagner. C'est vrai, mais après jamais genre à pleurnicher et tout, tu vois, c'est vraiment quand c'est pas juste. Quand c'est pas juste. Ouais. Moi je suis pas suffisamment sportif pour avoir éprouvé ça, tu vois, des petites problématiques d'un petit peu compétitivité au sport, du coup, bon, voilà. Mais encore, je pense que je peux m'améliorer dessus quand même. Je peux réussir à m'améliorer. Toi, c'est quoi, Doudou, ce qui t'énerve le plus? Qu'est-ce qui m'énerve le plus? En vrai, moi, je suis plutôt assez calme quand même. Hein. Après, ce serait vraiment dans la boîte quand il y a un mec qui fait pas son taf ou un truc comme ça, tu vois, ça pissed off fort. Mais sinon... Peut-être la mauvaise foi, moi, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est... Bon, c'est... Ouais, non, moi, je dirais, c'est dans la boîte, c'est quand les choses, elles avancent pas assez vite. Je crois que c'est le truc, ça me rend le plus. Oui, il y a un petit côté impatient. Ouais, en plus, sans être impatient, hein, pour le coup. Hein. Tu vois, mais dans le sens vraiment, genre, j'ai l'impression que ça devrait prendre beaucoup moins de temps. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai que ça me trigger quand les choses prennent trop de temps, je trouve. Moi, c'est vraiment impatient, tu vois, dans les actions, passion dans le résultat final, tu vois. Ouais, vraiment hyper impatient dans les actions, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs parfois. Waouh. Dans les valeurs de notre boîte, vraiment, ça fait partie de nos grosses valeurs. Fast, aller vite. Parce que, ouais. Oui, mais ça, c'est pas les valeurs de tout le monde, hein. Ouais, ça. Ça, c'est vraiment pas les valeurs partagées. C'est pas les valeurs qu'on évoque souvent en consultation. Tu vois, ça, c'est vraiment des valeurs avec cette idée d'aller vite, d'être rapide. Mais c'est pas surtout aller juste vite, c'est être efficace. C'est aller vite, mais pour être efficace. Ouais. C'est pas l'idée d'aller vite, parce qu'aller vite pour tout bâcler, il y a pas de... Mais c'est vrai que parfois, même moi, je suis impatient avec moi-même, tu vois. Ouais. Je me dis, ah, vas-y, ça doit être une semaine. Ah, vas-y, je vais aller plus vite. C'est vrai que, mais je sais pas d'où ça vient. Marrant, d'où est-ce que ça peut venir? D'une hyper-exigence. D'une hyper-exigence? Ouais. Ok. D'une hyper-exigence. Il y a un truc d'enfant intérieur à aller soigner, maman? Bah oui, d'aller un petit peu lui dire qu'il y a un peu de temps et que c'est pas plus grave s'il y a un petit peu plus de temps à mettre, hein, que c'est pas un problème, c'est pas un drame. Mais je pense que oui, il y a une espèce de façon de fonctionner aussi qui est, voilà, hyper rapide, et du coup, on comprend pas que l'autre, des fois, mes patients me disent, bon, ceux qui sont entrepreneurs ou autres, ou managers plus, ils me disent, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il fait exprès. J'ai l'impression qu'il fait exprès de pas comprendre ce que je lui explique. Et je lui explique que non. Tu commences à te dire ça, c'est vraiment que la personne, c'est peut-être pas la bonne personne quand même. Moi, j'ai jamais dit ça quand même. C'est jamais, moi, je suis jamais allé. Comprendre.
Il est juste différent. Je me dis, là, il faut faire partir la personne avant. Mais c'est exprès. C'est que des fois, je vois ce que ça peut faire, parce que dans les boîtes, tu sais, genre, nous, c'est notre boîte. Donc, les gens qui choisissent, avec qui on travaille, on les choisit. Donc, si ça se passe pas, on choisit de plus travailler avec eux. Mais tu sais, des fois, dans des boîtes, du coup, tu dois travailler avec des gens que tu choisis pas. Et tu peux pas dire, genre, à lui, je le vire et tout. Donc, je pense que c'est dans ces cas-là. Et je vois, moi, les gens, tu sais, c'est les Bernard et tout qui genre, ils pètent un câble et ils font... Mais les bêtes, genre, je les vois tellement et tout, tu vois. Ah, mais c'est vrai. J'avoue que dans les big corporations et tout, exactement, dans les petites corporations et tout. Puis t'as des gens aussi, genre, à un moment, tu fais tout le temps le même taf depuis tellement longtemps que dès qu'on te demande de faire un truc différent, en fait, tes connecteurs à l'intérieur de ton cerveau, ils sont plus allumés pareil, tu vois. Ouais. Non, mais c'est que t'as une espèce d'inertie, genre, où faut y aller, quoi. Mais tu sais, c'était trop stylé, Doudou, l'article de blog là qu'il y avait sur que Patrick Collison il avait écrit, le fondateur de Stripe, une entreprise qui vaut 90 milliards, je crois, aujourd'hui, Stripe. Et c'était trop stylé, parce qu'en gros, il avait écrit un article, ça s'appelait Fast, et c'est une des valeurs de Stripe. En fait, il prenait tous les projets les plus gros, mais genre des projets qui ont changé le monde, et à quel point ils avaient fait ça rapidement. Et t'avais des trucs, mais genre, je sais pas, l'homme qui met un pied sur la Lune, entre le moment où la NASA décide de lancer une fusée et où genre l'homme arrive sur la Lune, mais c'est genre, je sais pas, quelques mois, je crois. Ouais, c'est genre en août 1968, la NASA, elle décide de lancer Apollo 8 sur la Lune. En décembre 2021, il lance la fusée. Et genre... Ah non, attends, t'as dit en août 1968 et après en août 1968 et décembre 1968, donc 134 jours après. Et t'as dit décembre 2021, je crois. Ah non, là, c'est la fatigue. Non, c'est décembre 1968. Alors après, Apollo 8, si, c'est eux qui sont allés sur la Lune, je crois. Hein. Ouais, je crois que possible. T'as aussi même, genre, la Tour Eiffel, ça a été quand même Tour Eiffel, ouais. Tour Eiffel, 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois. Le TGV, je crois, en vrai, non? Le TGV français, ouais, c'est vrai qu'en vrai, il y a des trucs français dedans. Moi, quand j'ai lu l'article, j'étais hyper impressionné parce qu'il y avait plein de trucs français. Donc, le TGV français, 1976, le gouvernement français, ils approuvent le plan du TGV entre Paris et Lyon. Donc, c'était la première fois qu'il y avait une ligne à haute vitesse. Et du coup, il lance ça en 81. Non, du coup, il lance ça en 1976. En 1981, elle est opérationnelle. Et après, il prend à titre de comparaison la ligne en Californie, où ils ont lancé le projet en 1996 et ils projettent de l'ouvrir en 2033. Ouais, donc pour dire à quel point ça avait été rapide. Et tu sais, l'iPod aussi. Je crois que l'iPod, ça a grave marqué. L'iPod, ouais, j'ai l'iPod. C'est... Ouais, iPod, trop stylé, incroyable l'iPod. Hein. Franchement, ça avait trop marqué. Donc iPod, il y a Tony Fadell. Mais bon, Tony Fadell, c'est un designer de génie chez Apple. Ils prennent Tony Fadell en janvier 2021. Steve Jobs, il dit vas-y, on va faire le projet. Attends, t'as dit 2021. 2001 encore. Ouais, il est fatigué. Il est fatigué. Je vois le droit là. Fatigué là. Tony Fadell, du coup, il est engagé sur l'iPod en 2001. Steve Jobs, il lance le projet en mars 2001. Et après, ils annoncent, tu sais, à sa keynote en 2001, en avril 2001. Et ils lancent le produit en octobre 2001. Ouais, mais c'est un truc de ouf. C'est même pas, c'est 6 mois, du coup, un peu plus, peut-être quelques mois, entre le moment où ils se disent, ouais, je trouve ça incroyable. Et du coup, moi, c'est ça qui me trigger, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui avance pas assez vite dans la boîte, je me dis, ouais, ils ont mis 6 mois pour faire l'iPod. Nous, c'est pas possible qu'on mette genre 3 mois pour faire ça, tu vois. Ah, marrant, c'est pas bien, tu penses? Bah, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu rude, quoi. Je pense que c'est rude. Voilà, bon, moi, je vais plutôt valider tout ce qui se passe bien. Voilà, bon, bien sûr, c'est toujours... Maman à la tête d'une boîte, Quentin, qu'est-ce que ça fait? Maman, elle fait une boîte, non, mais où ça va bien, mais tranquillement, où les gens sont heureux, je pense. Ah, les gens sont heureux, hein. C'est ça, hein. C'est comme quand j'étais instite, hein. Ce qui comptait pour moi, c'était d'attendre les performances de mes élèves.
que l'idée qu'ils soient très bien, je leur disais ce matin avec une de mes patientes qui a été aussi enseignante, qu'ils viennent et qu'ils soient heureux d'être là, qu'ils soient bien et qu'ils se sentent bien dans leur place, bien dans cette classe, bien dans cette école. Et ça, c'était quelque chose qui comptait plus que tout pour moi. Donc, c'était vraiment à l'intention de ça que je venais tous les jours. Après, nous, c'est ça aussi qui nous a permis de faire, tu sais, d'aller à 500 cas par mois aussi vite, de faire le 0 à 100 cas par mois aussi vite. C'est vrai que c'est un peu ça, cette hyper exigence envers soi-même quand même. Ce qui fait qu'on est très exigeant, qu'on est exigeant aussi avec les autres, même si moi, je suis plus exigeant avec moi-même que je le suis avec les autres, en vrai. Ouais, mais tu as quand même la conscience que les autres peuvent être différents de ton propre fonctionnement. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt juste. Mais ça, c'était hyper intéressant parce que, tu sais, c'était le milliardaire, là, quand on discutait avec lui sur de Richard Branson. Il disait, bah, tu vois, dans ta boîte, tu as toutes tes valeurs, etc. Et nous, par exemple, dans notre boîte, on a la valeur fast. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont pas fast et qui préfèrent y aller tranquille, mais ça marche, ça peut aussi très bien marcher. Hein. Tu sais, il y a des boîtes qui vont plus lentement, etc. Oui, exactement. En fait, du coup, il dit que c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, ça marchera pas dans ta boîte. Et donc, du coup, il dit, bah, c'est beaucoup plus simple de leur dire que c'est pas un bon fit, en fait. Parce que tu dis, OK, toi, t'es pas fast, nous, on va aller fast, bon, bah, tu sors, tu vois. Oui, mais alors, à ce moment-là, c'est clair. Oui, mais c'est clair. Les choses sont claires. Mais oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Doudou raconte à maman l'histoire. Tu sais, maman, Doudou, il fait passer plein d'entretiens là. Du coup, pour on cherche un COO. Et d'ailleurs, on a eu des profils de 600 candidats. On en a reçu beaucoup. Ouais, c'est là, je crois qu'on est à 540 là quand même, 550. Hein. J'en ai pris 550 à la main. Ouais, à la main, t'imagines. Horrible. Le mec que t'as eu en entretien où il était trop trigger parce que genre tu lui fais, bah écoute mec, moi j'ai 23 ans. Un malade mental. Du coup là, 500 candidatures, 550. Trigger à la main, etc. En plus ça, du coup, on a commencé, je sais pas, il y a 10 jours et tout, j'en ai fait quand même passer une trentaine, tu vois. Donc je commence à avoir l'habitude, etc. Entrer dans le flow où je sais exactement ce que je recherche. Vraiment, en 15-20 minutes, j'arrive à voir si la personne, elle va un bon fit. La personne, je la prends, sa candidature, elle était pas mal. J'avais un petit doute, mais bon, je me suis dit, dans le doute, je la prends quand même. Je me connecte sur le Zoom. Déjà, moi, vraiment, un truc, mais hyper signal faible de ouf, c'est si la personne, elle a pas sa caméra. Et si la personne, elle est sur un téléphone plutôt qu'un son ordinateur. Tu vois, pour un entretien, quand même, ça la joue mal. Et donc, du coup, là, le mec se connecte. Il a pas sa caméra. Du coup, moi, j'enlève aussi ma caméra, tu vois, sinon c'est bizarre. Et le mec, il commence à me dire je sens qu'il y a de la suspicion dans sa voix. Et alors, quand j'ai dit qu'on habite à Dubaï, alors là, c'était fini. C'était c'était n'importe quoi. Je sais pas, là, le mec, il est parti dans des délires. Mais des délires et tout. Et du coup, je savais pas trop comment me positionner parce que je voulais quand même défendre la boîte. Mais lui, il avait une énergie hyper négative. Je sais pas, à la fin, j'ai dit bon. Parce qu'en fait, c'était un ancien entrepreneur, mais qui avait un peu fail sa boîte. Il vendait des cailloux. Vraiment, il vendait littéralement des cailloux, quoi. Genre, vraiment, c'était une entreprise de BTP. Et le mec, je sais pas, il est parti dans un délire et tout. Et je sais pas, pour un peu défendre mon ego, je dis, oh, désolé, mec, sinon on fait 4 millions par an, j'ai 23 ans. Toi, t'as 40 ans, t'as jamais réussi à rien faire. T'as fait ta dernière boîte. Je sais pas pourquoi ça te trigger et pourquoi est-ce que t'as pris cet entretien, mais je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Et donc, du coup, après, on s'est arrêté. Mais après, j'en ai pas mal parlé à Lou parce que ça m'a vraiment, genre, je suis sorti de l'entretien, je me dis, waouh. Oui, je comprends pas quand même, il y a des gens qui sont aussi, mais il était vraiment foncièrement méchant, quoi. Mais foncièrement à casser, mais il avait pris l'entretien. Pourquoi? C'était quoi son intention? Tu penses que c'était finalement pas du tout postulé? Moi, je pense qu'il mais je pense qu'il a été trigger de l'espace de voir un mec qui a 23 ans qui fait 5 millions par an et genre, tu fais, c'est pas possible, en fait. Tu sais que c'est comme, bah, là, maman, tu sais que on a fait un post sur LinkedIn, là, qui devient un peu viral, où j'explique que, tu sais, on a payé 1 000 € pour faire 1 heure à 30 minutes avec Eric Larchevêque. Mais tu regardes les commentaires des gens, mais ils sont fous, les gens, ils sont fous. Tu sais, parce que dedans, le premier truc que je dis, c'est, genre, du coup, on a réussi à devenir millionnaire, maintenant, on veut devenir milliardaire, tu vois. Et t'as plein de gens qui disent, mais pourquoi tu veux devenir milliardaire? Tu sais, et t'as envie de lui répondre, mais qu'est-ce que ça peut te faire, mec? Genre, si j'ai envie de devenir milliardaire, laisse-moi devenir milliardaire. Toi, genre, c'est ma vie. Qu'est-ce que ça peut te foutre, tu vois? Et du coup, genre, les gens, mais ils sont fous.
Et vraiment, même, j'avoue, j'étais choqué de voir certaines personnes que je connaissais d'avant, tu vois, qui étaient presque des potes et qui sont mes triggers, tu vois, enfin, mais je pense, du coup, dans leur tête, c'est trop dur, tu vois, ils se disent, attends, t'as un mec, il a 23 ans, en plus, moi, j'ai pas 23 ans, mais ils disent, attends, je le connaissais avant, là, le mec, il a réussi à faire ça, c'est qu'obligatoirement, il doit faire un truc mal, tu vois, parce que sinon, c'est pas possible que moi, j'ai pas compris ce qu'il a compris et que je sois passé à côté de quelque chose. C'est exactement ça, ouais. Il y a de la suspicion là-dessus. Mais Dodo, il était venu me le dire à la fin de l'entretien. Je crois que c'était trop marrant. Comme tu me l'avais dit, tu fais bon, écoute, moi j'ai 23 ans, je fais 5 millions par an. Toi, t'as 40 ans, t'as fait toutes tes boîtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça et puis c'est tout. Je trouvais que ça, c'était énorme. Après, lui, il m'a dit un truc pas mal et tout. Il m'a dit, franchement, Edouard, dans ce genre de personne-là, tu te dis, franchement, je comprends pas pourquoi tu as autant de colère en toi. Parce qu'il avait vraiment de la colère en soi. Hein. Très impressionnant, le mec. Hein. J'avais rarement vu ça. Ouais. Mais de la frustration. Des énormes frustrations qu'on fait une boule en lui. Mais je pense que c'est souvent aussi une colère de s'en vouloir à soi que tu projettes sur l'autre. Là, voilà, c'est une colère. Certainement, il n'a pas digéré le fait qu'il n'ait pas pu plus avec peut-être ce qu'il avait fantasmé, ce qu'il avait envisagé. Donc, c'est terrible parce que c'est une boule énorme et du coup, il faut qu'il la vire sur toi et voilà, mais une projection terrible de sa propre noirceur, de sa propre colère à lui. Quand tu arrives à 40 ans, tu sais, t'as un peu ce truc de crise de la quarantaine, genre, t'as quand même une bonne bilan de vie. Passé. Surtout, genre, 40 ans, c'est plus dur de changer et tout. Donc, à mon avis, il sait que, en fait, si t'as fail à 40 ans, après, tu peux, genre, tes probabilités de réussite, elles diminuent de plus en plus, en fait. C'est ça qui est dur à réaliser. En tout cas, visiblement, il n'a rien appris. Il n'a rien appris. J'avoue. Ouais, il n'a rien appris. Parce qu'à contrario, on a des super bons profils qui ont 40 ans, qui ont fait des super belles boîtes. Moi, j'ai 2-3 personnes en tête là, qui ont 35-40 ans, super belles boîtes et qui arrivent et tout. Et eux, ils sont trop max. Ils sont trop max parce qu'ils trouvent que ce qu'on a fait, c'est impressionnant et ils sont trop sympas. Mais ouais, franchement, je me mets à leur place. Franchement, les mecs sont impressionnants parce que pas d'ego quand même. Pas d'ego, surtout que, tu vois, quand je fais l'entretien, là, le mec, il a 23 ans. En plus, surtout, du coup, après, ça fait des trucs bizarres dans ma tête. Du coup, j'ai l'impression que quand je me rase, des mecs, ils ont une, tu sais, quand j'ai ma barbe, j'ai l'impression, du coup, ils prennent plus en série. Je pense que c'est que dans ma tête. C'est que dans ma tête. C'est énorme. Et est-ce que, attends, 500 candidatures en remplissant le Typeform d'une heure, du coup? Ouais, en remplissant le Typeform. Et t'en as fait combien du coup passé pour le moment? 200. Non, je rigole. Non, j'en ai fait. Là, je crois que j'ai compté, j'en ai fait 40. 40. C'est énorme. Incroyable. Et des profils, maman, vraiment, tu vois, des mecs qui ont fait genre du M&A, du private equity, des gens très, très smart. Ça, je trouve que c'est vraiment très cool de voir que c'est bon, on a passé un niveau où on arrive à attirer des profils, des gens, pour le coup, là, on peut dire talentueux, tu vois. Genre, les gens, c'est des gens, je trouve. Un des trucs trop bien, c'est la question de Sam Ovens qui dit genre what great did you do in your life, tu vois. Et qu'est-ce que tu as fait de bien et de grand dans ta vie, qu'est-ce que tu as réussi. C'est la personne, elle a jamais rien réussi. C'est la personne, elle a jamais rien fait de great. C'est qu'il y a zéro greatness dans sa vie, tu vois. Et là, tu as des mecs quand même, ils ont vraiment genre réussi des trucs stylés. Quand même. Ouais, mais moi en vrai, sur les questionnaires, c'est presque la question sur laquelle c'est la seule question. Enfin, je regarde tous les autres trucs, hein, mais c'est la question la plus importante. C'est une question dans les questionnaires, c'est quelles sont les trois plus grandes réussites que tu as réussies dans ta vie, 3 plus grands échecs. Et donc, du coup, dans les 3 plus grandes réussites, vraiment, dès que je vois un truc stylé, je me dis, ah ouais. C'est quoi le truc le plus stylé que tu as vu, Dodo? Je pense qu'en vrai, attends, il y a qui m'a impressionné? Si, là, plusieurs, tu vois. Un mec qui avait réussi à... c'est une boîte de matelas. Donc, en fait, c'est des matelas où... en fait, c'est un matelas thérapeutique, en fait, où vraiment, quand tu te poses sur le matelas, apparemment, ça résout tes problèmes de dos, etc. C'était un mec qui avait développé ça. C'était un espèce un peu de mec hyper spirituel, etc., qui avait pas du tout un peu les business ideas. Et donc, du coup, ce mec, il arrive en tant que CEO, il prend la boîte et vraiment, il la fait passer, mais de 304 CA par an à genre, je crois, 50 millions par an. Un truc comme ça, mais un truc énorme. Très impressionné. Si, un autre mec incroyable qui a fait genre
c'était un des premiers mecs qui faisait des dark kitchen. Il a réussi à faire passer sa boîte de 0 à 300 salariés. Il avait 23 ans quand il a créé sa boîte. En 7 ans, il l'a fait passer de 0 à 300 salariés. Et à la fin, il a fait un exit à je sais pas combien. À chaque fois, ils veulent pas trop dire. Mais ouais, des super beaux profils. Beaucoup de profils anciens entrepreneurs, en fait. Et pourquoi, en fait, ils cherchent parce qu'en fait, ils ont lâché le boulot d'avant, ils ont lâché la boîte, ils ont arrêté l'histoire. Ouais, soit c'est des anciens entrepreneurs, soit c'est des entrepreneurs, ça fait longtemps qu'ils ont eu leur boîte et ça fait longtemps qu'ils sont dans des scale-up, soit ils viennent... Alors, la plupart, c'est quand même des personnes qui viennent d'arrêter leur boîte. Hein. Bah, c'est souvent parce que hyper intense, parce que ils ont envie de faire autre chose. Mais parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même super chaud de durer sur le long terme quand même. Ouais, c'est un truc de bâtard quand même. Et encore, nous, on a rien, tu vois. Ça fait juste 3 ans, tu vois. Tous les mecs là que j'avais, c'est tous des mecs qui avaient des boîtes pendant 6, 7 ans, 8 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est marathon. Hein. C'est à la fin qu'on voit qui passe la ligne. C'est à la fin qu'on voit les vrais. Ouais, du coup, sans renoncement particulier, en fait, en se disant, voilà, ok, c'est la fin d'un cycle, je démarre autre chose. Il n'y a pas de... Évidemment, souvent quand même, les mecs, quand ils ont été entrepreneurs, que je leur pose la question si un jour ils reviendront entrepreneurs, souvent ils disent oui quand même. Mais ils ont besoin de se remettre sur un projet qui va les driver. Il faut se reprendre un petit peu. Il faut leur prendre un petit time-out. C'est marrant parce qu'un de nos mentors, il nous disait les burn-out entrepreneurs, c'est des super bons profils. Parce que c'est des mecs, tu sais, qui se donnent de fou et qui... Et nous, on le voit quand même, on en a un peu dans la boîte où tu vois des mecs qui ont monté des trucs et tout, c'est quand même des profils. Les mecs, en vrai, ils sont différents quand même. Ouais. Ils sont très intenses. Les limites, ils les saisissent pas trop. Mais après, le truc, c'est que quand on arrive vraiment à basculer, là, par contre, ça peut faire vraiment très, très mal. Hein. J'avais un jeune entrepreneur, il était très, très brillant. Et lui, il s'est tapé un parce qu'il prenait jamais de pause, en fait. Hein. Il me disait qu'il était 7 jours sur 7, il devait dormir 4 heures. Il était à fond. Ça, c'est quand même un peu une erreur de débutant. Enfin, moi, je dis pas que le burn-out, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais c'est comme si un joueur de foot, tu vois, le mec, il allait s'entraîner tous les jours. Et après, il se blesse, tu vois. Du coup, tu fais, qu'est-ce que tu as fait, tu vois. Mais bon, après, le burn-out, c'est parfois dur à voir venir. Et d'ailleurs, on peut terminer sur ce point maintenant parce qu'on va bientôt y aller. Doudou, il va à Oman. Eh oui. Et Quentin, il va à Bahreïn. Hein. Je vais au Bahreïn maintenant. Là, juste après, là, je prends le taxi, là, direct. Je vais commander le taxi. Je monte dans le taxi. Et Bahreïn, maman, ça fera mon 36e pays. Pour le week-end, juste? Ouais, pour le week-end. J'ai trouvé un super bel hôtel. Tu vas te poser. Ouais, trop bien. Un resort. Une fois que tu seras dans l'hôtel, tu peux... Ouais, non, ça va être sympa. Et Doudou, il va à Oman avec Anaïs. Tous les deux, un petit escapade. Changer un peu d'air de Dubaï. Il reste 4 jours maintenant là-bas. Non. Il l'a dit, hein. Non, ça a été... Du coup, une petite pause avec la petite pause jeu le soir avec Cyprien. Non, je fais pas le petit jeu là. Mais c'est vrai que pas mal de petites pauses avec les jeux, c'est sympa. Hein. Ouais. C'est pas très... On pourra en parler peut-être. Les jeux vidéo, derrière. Très sympa. Très revitalisant pour le coup. Cool. Juste bien. Quoi. Ok. Bon, du coup, on va finir là-dessus. Et se dire un bon week-end. À tous. À bientôt.